la situation de façon générale en matière du respect des droits des personnes incarcérées, des personnes en détention, constitue encore un défi pour les autorités haïtiennes. Tout récemment, l'OPC a publié un communiqué. Et dans ce communiqué, nous avons précisé que les données statistiques vérifiées par l'OPC, cela fait pratiquement une semaine, révèlent que l'effectif des personnes incarcérées à la prison civile de Port-au-Prince est de 3698. Le chiffre, bien évidemment, au moment où nous parlons, est à la hausse, dont 363 condamnés et 3335 personnes en détention préventive prolongée. Cela nous donne un pourcentage sensiblement égal à 90% de personnes en attente d'une décision de justice. C'est une violation des droits de l'homme. Qui plus est, si on se réfère au code d'instruction criminelle, le ministre qui est là le sait très bien, pour avoir consacré des années d'expérience à ce dossier. Si on se réfère donc au code d'instruction criminelle, il est fait obligation de tenir dans chaque juridiction une session criminelle au moins tous les 6 mois pour les affaires relevant du jury. Mes chers amis, la dernière assise tenue au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince remonte à 2018. En clair, tribunal première instance Port-au-Prince fait assise criminelle avec assistant jury pour des crimes de sang, par exemple, ça nous les assassinats. Eh bien, dernière fois, ils ont fait assise dans le tribunal de première instance, ça a remonté à 2018. Nous, en 2022, alors que la loi fait obligation à chaque juridiction pour que vous organisez une assise criminelle avec assistance jury, au moins chaque 6 mois, tu as supposé gagner 2 assises par année. Quand on présente ce tableau et quand on se réfère aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme que l'État haïtien a signés, que l'État haïtien a ratifié au niveau du système onusien de protection des droits de l'homme, au niveau du système interaméricain de protection des droits de l'homme. Donc là, j'ai en tête le pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avons ratifié. J'ai en tête la convention relative aux droits de l'homme que l'État haïtien a ratifié. Eh bien, on peut dire qu'on est en pleine violation des garanties judiciaires qui sont protégées, qui sont insérées non seulement dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, mais aussi dans l'arsenal juridique haïtien. Un système piloté de bout en bout par la fraude procédurale ne peut pas répondre aux attentes de la loi. La justice de compromission du fait de la fraude de procédure ne peut qu'exécrer le peuple. Elle crée ainsi une situation de solitude à la fois de l'institution judiciaire et de l'autorité judiciaire. Elle tue la singularité de la justice comme soupape de l'état de droit. Et face à l'encre têtue de caractère indépendant
et impartial du tribunal. Aujourd'hui, il faut admettre que le salut de la justice est entre les mains des acteurs du système judiciaire. Il faut admettre aussi que le féminisme de la justice corrompu peut aussi sur le visage de l'ensemble des acteurs. Le mondage continuel est de bon augure, mais s'il est couvert du discrédit, du fanatisme et de l'opprobre, de la mise à sac des acteurs impossibles, cela ne servira qu'à servir de système autant décrié que dégoûté. Ce guide de bonne pratique sur le recours à habeas corpus se veut une contribution importante de la modernisation du système judiciaire haïtien. Mais pour cela, vous autres les acteurs judiciaires, vous devez l'embrasser et le mettre à profit. Car si déjà il est zippé dans le sac des documents oubliés, il n'aura pas réussi à influer sur la désagréable image de la justice haïtienne, à diminuer considérablement l'épaisseur des odieuses brumes couvrant son visage. Faites-en votre bréviaire, et là je m'adresse surtout aux jeunes acteurs judiciaires, aux jeunes juristes. Faites-en votre bréviaire. Et je rappelle toujours que l'administration de la justice perd toute sa crédibilité lorsque des criminels sont en liberté parce qu'ils sont riches et que des innocents sont en prison parce qu'ils sont pauvres. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir son partenaire Avocats Sans Frontières Canada depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d'un important projet intitulé Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti. Ce projet vise, entre autres, à défendre les droits fondamentaux de la personne et à améliorer l'accès aux services et aux résultats judiciaires pour la population haïtienne. C'est sous le chapeau de ce projet que nous nous trouvons réunis ici aujourd'hui, spécifiquement pour couvrir et lutter contre une problématique qui vivent de nombreux membres de la société haïtienne qui sont en conflit avec la loi, la détention provisoire abusive. Il est bien documenté depuis de nombreuses années que la pratique de la détention provisoire est non seulement courante, mais plus souvent, elle est la norme et non l'exception. Alors que de nombreux secteurs de l'économie haïtienne traversent une période difficile, je pense que vous savez mieux que moi que le système judiciaire et pénitentiaire haïtien a connu un certain nombre de problèmes. En plus de certains dysfonctionnements du système de justice en matière de la poursuite des crimes, les personnes incarcérées, y compris celles qui n'ont pas été condamnées, vivent malheureusement des existences très difficiles dans le système carcéral haïtien, car les circonstances pénitentiaires sont en inadéquation avec les normes internationales en matière de détention. On pourrait et on devrait même aller jusqu'à dire que les conditions de détention dans de nombreuses prisons haïtiennes représentent des atteintes importantes à leurs droits humains fondamentaux. Bien que nous ne puissions pas résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontées les personnes détenues en conflit avec la loi, nous pouvons travailler ensemble pour améliorer les résultats judiciaires et réduire les cas d'abus potentiels des droits de l'homme, y compris ceux qui se produisent dans le cadre de la détention provisoire. C'est pourquoi le lancement aujourd'hui de ce guide de bonnes pratiques sur le recours en habeas corpus est si important, parce qu'il signifie la disponibilité d'un levier efficace à la disposition des membres de la société civile et de la communauté judiciaire d'Haïti pour lutter contre les détentions provisoires en Haïti et contribuer à faire cesser les violations des droits des personnes incarcérées. Le guide, vous verrez, est divisé en 7 parties qui feront l'objet de discussions, d'échanges, de débats tout au long de la journée avec même ceux qui sont à l'origine de la rédaction de ce guide et grâce aussi à la modération de l'ancien bâtonnier de Port-au-Prince. Il met donc en lumière le cadre juridique national et international en vertu duquel on peut recourir à l'habeas corpus pour garantir des droits fondamentaux. On y énonce aussi des causes pour lesquelles on peut justifier un tel recours.
On trace la procédure applicable dans la matière, les preuves étant admissibles, les difficultés aussi qui peuvent en découler. On tente aussi, à travers ce guide, à apporter certains éléments de réponse sur la question de la saisine de la juridiction compétente. Il offre aussi quelques orientations sur le contenu et la forme du mémoire à adresser aux doyens du tribunal de première instance, qui se trouve notamment en annexe. Il présente différents types de recours, que ce soit le recours en habeas corpus individuel, préventif, correctif ou encore collectif. Le guide, effectivement, promeut l'habeas corpus collectif sur la base de l'expérience très fructueuse des avocats du programme d'assistance judiciaire qui a mené à la libération de détenus qui étaient en situation de détention arbitraire pendant de plusieurs années. Ce recours collectif en habeas corpus constitue un précédent très important qui a été par la suite répété et utilisé par d'autres confrères. Le guide aussi insiste de manière intéressante sur la responsabilité de l'État, la responsabilité civile de l'État et de ses agents aussi. Il introduit aussi la notion de litige stratégique, en particulier pour combattre la détention provisoire abusive, que ce soit sur le plan national ou en ayant recours à des instances internationales. Comme vous le savez, le litige stratégique est un outil extrêmement important pour les avocats, la société civile, les acteurs du système, pour établir des changements, établir des précédents, des changements de pratique, notamment sur cette thématique importante. On espère que ce guide apportera donc une contribution au respect des garanties judiciaires des justiciables et pourra être utilisé comme outil de référence pratique dans le quotidien des acteurs judiciaires, qui sont ceux qui jouent un rôle fondamental pour la réduction de cette détention préventive prolongée et la pérennisation de bonnes pratiques au sein du système. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les auteurs, toutes les personnes qui ont contribué activement à la rédaction de ce guide. Plusieurs d'entre eux sont avec nous aujourd'hui, Maître Fatal, Maître Alcindor, Maître Siguet, Maître Noël. Donc, un très grand merci à toute l'équipe chevronnée qui a participé à la rédaction de ce guide. Merci à toute l'équipe d'Avocats sans frontières Canada qui ont aussi joué un rôle fondamental pour la révision de ce guide, la rédaction du guide et la tenue, finalement, son lancement aujourd'hui, très important. Merci à l'OPC pour avoir immédiatement accepté de s'embarquer dans cette aventure importante pour doter les acteurs judiciaires de cet outil.